Noxus est une nation impitoyable détenant l'armée la plus redoutée de Runeterra. Et dans ce royaume, la force est vénérée et l'ambition peut permettre à n'importe qui, quelles que soient ses origines, d'atteindre les sommets. Lorsqu'elle étend ses frontières, Noxus offre une seule alternative, jurer allégeance ou être éliminé. Mais alors, quelles véritables relations unissent les champions de cette patrie forgée par la guerre et le dévouement à la cause? Lors de sa jeunesse, Ambessa se retrouva face à la mort, personnifiée par Kindred. Et après ses nombreuses conquêtes et sacrifices, elle fut finalement choisie par le loup. Pour élever son pouvoir, elle prit la dure décision d'exiler sa propre fille, Mel de Medarda. Pendant longtemps, Ambessa se convainquit qu'elle avait chassé car elle était indigne de leur nom. Mais la réalité était que ce geste était une protection pour elle-même. Elle l'avait éloignée pour éviter que l'affection maternelle n'affaiblisse sa vision impitoyable de la guerre. Elle forgea Mel dans la douleur, la traumatisant et la transformant en une âme brisée. Et lorsque son fils Kino fut capturé, Ambessa, déchirée entre l'amour de son fils et ses objectifs, choisit de sauver sa fille, plutôt que son propre fils. Au fil du temps, la Rose Noire s'était intéressée à Mel, espérant la recruter pour leur cause. Mais Ambessa rejetait les mages et leur magie qu'elle considérait comme une trahison aux principes noxiens basés sur la force. Dans sa quête de pouvoir et de vengeance, elle manipula Jace et Victor pour armer l'Hextech, puis anéantir l'organisation responsable de la mort de son fils. Et sa manipulation n'épargna personne. Elle incita Caitlyn à se lancer dans une quête vengeresse pour la mort de sa mère, l'utilisant alors comme un pion. Accompagnée de son bras droit, Rictus, qui exécutait ses ordres sans la moindre hésitation, Ambessa tenait ses alliés d'une poigne de fer. Mais la mort de celui-ci aux mains de Warwick déchira la guerrière. La rage qui en découla la poussa encore plus loin dans son désir de vengeance. Dans sa quête de puissance, impressionnée par les expérimentations qui avaient transformé Warwick, Ambessa engagea le savant fou Singe comme conseiller. Puis elle se lança dans une invasion de Piltover aux côtés de Victor et de ses marionnettes évoluées, la confrontant alors à sa fille. Lors de la bataille, Caitlyn découvrit que Maddie, son ancienne amante, était en fait sous les ordres d'Ambessa. Prête à la tuer, Maddie fut finalement stoppée par Mel. Grâce à Caitlyn qui détruisit l'artefact magique qui protégeait Ambessa de la magie, et grâce à la ruse de Mel, ils triomphèrent. Et dans ces derniers instants, Ambessa put enfin voir la force et la détermination de sa fille, et ainsi mourir en paix dans ses bras. Amoline, la mère d'Annie, avait été une ancienne élève du conservatoire Corbelladon, dirigée par la Rose Noire, et elle portait en elle le pouvoir du démon du feu, Tybolc. Après avoir été infusée de cette puissance, elle s'enfuit, se cacha et fonda une famille. À la naissance de sa fille, elle créa un ours en peluche, Tibbers. Mais un jour, Annie tomba gravement malade. Une fièvre l'envahit et sa mère disparut sans laisser de traces. Cependant, l'héritage de Tybolc ne mourut pas avec elle. Sa mère l'avait transférée dans l'ours et le lendemain, la petite fille se leva miraculeusement guérie. Ce jour-là, elle perdit sa mère, mais elle gagna un compagnon pour l'éternité. Depuis ce jour, Annie conserve l'espoir de voir un jour sa mère revenir. Et la petite fille est liée au dernier souvenir de celle-ci comme jamais. Et quiconque tenterait de les séparer ferait face à sa fureur. Grégory, son père, éleva sa fille seule après la disparition brutale de sa femme. Remarié, il joua le rôle de médiateur entre Annie et sa nouvelle belle-mère, Lyanna Astur. Cette dernière, détestant les pouvoirs étranges d'Annie, ne cessait de se confronter à elle. Annie, de son côté, avait aussi une demi-sœur, Marguerite, avec qui elle jouait souvent. Mais celle-ci était effrayée de la peluche depuis le jour où Annie l'avait enflammée, après que Marguerite ait tenté de lui prendre pour jouer, aggravant la relation avec sa belle-mère qui souhaitait protéger sa propre fille. Puis vint un jour fatidique. Alors que les deux jeunes filles jouaient, Marguerite glissa sur une pierre et tomba à l'eau. Tibbers commença à s'embraser sous les émotions d'Annie. Et effrayée, Marguerite perdit prise et elle se noya. Lyanna, folle de rage, accusa Annie d'être la cause de ce drame, allant jusqu'à la traiter de monstre. Le chagrin submergea Annie, et c'est alors qu'un feu dévora la maison. Le pouvoir du démon éclata, incontrôlable, consumant tout sur son passage. Grégory donna sa vie pour sauver sa fille des flammes. Lyanna, désespérée, emportée par sa rage, prit Tibbers des mains de la petite fille pour le déchirer,
C'est alors que Tibbers, animé d'une fureur démoniaque, surgit et déchira Lyanna en lambeaux. Ainsi, Annie se retrouva seule, son seul compagnon étant l'ours en peluche maudit. Et bien qu'elle tienne à lui plus que tout, Tibbers lui ne porte aucune affection pour elle. Il est juste stupéfait par elle, celle-ci étant la première mortelle qu'il rencontre capable de la contrôler. Le conservatoire Corbel-Ladon est un lieu où de nombreux secrets sont renfermés. Lorsqu'Amoline disparut, l'ordre fut donné de retrouver sa fille et le pouvoir qui était en elle. Annie, avec Tibbers à ses côtés, réduisirent le bâtiment en cendres. À la fin de son règne, Boram Darkwill confia à la Rose Noire la création d'armes vivantes. C'est ainsi que sous sa supervision naquit Briar, un monstre fruit de l'émomancie, tout comme Sion, art magique maîtrisé par Vladimir. On raconte même qu'il fut l'un des principaux responsables de sa création. Mais rapidement, la Cabale comprit que Briar était trop dangereuse, trop incontrôlable pour exister en liberté. Ils l'enfermèrent dans un pilori, une prison conçue sur mesure pour contenir son pouvoir. Puis vint le jour du coup d'état de Jericho Swain. Briar fut déployée comme une arme vivante, dans l'espoir de détruire l'homme. Mais Briar perdit le contrôle, laissant derrière elle un champ de bataille où il ne restait que des cadavres. Tous, sauf Swain, sa cible. Capturée par ses gardes, elle fut enfermée dans une installation secrète. Mais aujourd'hui, elle est libre, et la Rose Noire la surveille dans l'ombre. Cassiopeia, la sœur cadette de Katharina, appartenait à la noble maison du couteau. Tandis que Katharina se formait sous l'œil exigeant de leur père Marcus, Cassiopeia, elle, suivait une voie plus discrète. Soréana, leur mère, l'initia aux arts de la politique, de la manipulation et de la diplomatie. Et une proximité se tissa entre mère et fille. Et un jour, Cassiopeia découvrit que Soréana faisait partie de la Rose Noire. Lorsque Jericho Swain renversa l'Empire dans un coup d'État, la maison du couteau se plia à la nouvelle autorité. Katharina soutenait Swain, et les idéaux opposés entre les deux sœurs renforcèrent le vide entre elles. Soréana, écœurée du choix de son mari, envoya sa fille récupérer les pouvoirs divins qui avaient autrefois assuré la domination de Shurima. Pour ce faire, Cassiopeia engagea Sivir, une mercenaire, afin de piller les ruines anciennes. Mais au moment où l'objectif était à portée de main, elle poignarda Sivir dans le dos. Cet acte entraîna la libération de leur tombe, de Renekton et Xerath. Darius et Draven naquirent orphelins dans les rues impitoyables de Noxus. Ils durent survivre dans la brutalité de leur environnement, mais aussi se soutenir l'un l'autre. Darius, le frère aîné, était prêt à tout pour protéger son cadet, qu'il s'agisse de simples enfants ou des gardes de la ville. Il n'hésitait jamais à se dresser contre quiconque menaçait la sécurité de son frère. Et rapidement, les enfants attirèrent l'attention du commandant Cyrus. Reconnaissant en eux la puissance, il leur offrit une place dans son régiment. Au fil des années, les deux frères se distinguèrent sur les champs de bataille, mais leurs vies furent marquées par des chemins divergents. Darius avait trouvé l'amour dans les bras de Kieta Varn, une amie d'enfance que lui et Draven avaient connue. Ensemble, ils eurent 2 enfants. Decius, un jeune homme courageux qui trouva la mort à Freljord en combattant pour sa patrie. Mais le véritable drame survint lorsque l'Empire noxien, dirigé par Boram Darkwill, envahit Ionia. Kieta, dégoûté par la violence de l'Empire, choisit de se rebeller. Ce choix provoqua une rupture entre elle et Darius. Leur second enfant, leur fille Investia, voyant sa mère comme une faiblesse, choisit de la tuer devant les yeux de son père. L'ascension de Darius dans les rangs de Noxus fut fulgurante. Nommé main de Noxus par Boram Darkwill lui-même, il reçut la mission de soumettre les tribus barbares du Freljord. Mais à son retour, l'empereur n'était plus, et quand Swain renversa Darkwill, Darius, voyant en lui un dirigeant capable de mener Noxus vers la gloire, choisit de s'allier à lui. Ensemble, ils instaurèrent la Trifarix, un gouvernement où 3 chefs se partageraient le pouvoir. Et Darius fonda et prit le contrôle de la légion trifarienne. Un jour, lors d'une nuit d'horreur provoquée par Viego, il fut temporairement possédé par celui-ci, et sous cette emprise, il combattit Samira, avant que la brume ne se retire et qu'il ne reprenne le contrôle de son corps. Draven, le cadet, n'aurait probablement pas survécu longtemps sans la protection de Darius, son frère aîné. Darius commanda un régiment d'élite, et Draven se joignit à lui, durant un temps. Cependant, personne ne sait s'il fut expulsé par son frère ou si c'était un départ volontaire. Les 2 hommes n'étaient jamais d'accord sur la façon de mener leur vie, et leur relation était marquée par des conflits incessants. Mais tout changea avec le coup d'état de Swain.
Les choses prirent un tournant décisif lorsque Draven, à court d'argent et sur le point de sombrer, rencontra l'exilé Jericho Swain. Celui-ci trouva en Draven un allié précieux, et peu importe si c'était par opportunisme pour s'attirer les faveurs du grand frère ou par stratégie, Draven apporta un soutien crucial à Swain dans son coup d'état contre Boran Darkwill. Cette décision marqua le début d'une alliance solide, et Swain le considère désormais comme un ami loyal. Un jour, alors qu'il était sur le chemin du retour avec Tamara, il se retrouva confronté à Tristana et à Lulu. Et bien que l'affrontement ne dura que peu de temps et qu'il prit la décision de se retirer, Tristana nota un détail, le lien particulier entre Draven et Tamara, un amour non exprimé. La reine resta le terrain de jeu de Draven, et un jour il assista à un duel de Riven, une guerrière dont la maîtrise du combat lui conféra un profond respect. Mais tout ne fut pas que gloire et honneur pour Draven. Lors d'une nuit de l'horreur et la brume déchaînée par Viego, Draven perdit le combat et il tomba dans la ruine. Katarina avait une sœur biologique, Cassiopeia, mais leur vie s'était dissociée dans des mondes opposés, chacune étant élevée sous l'influence d'un parent différent. Katarina, éloignée de l'attention maternelle, se retrouvait sous la tutelle d'une mère presque inexistante. Son père, Marcus du Couteau, quant à lui enseigna l'art de la lame, l'enseignant à éliminer ses ennemis avec précision. Mais pour son père, Katarina n'était que déception. Là où il exigeait une froideur calculée, elle apportait une passion ardente. Et une de ses missions échouée, son père envoya alors Talon lui ôter la vie. Mais au lieu de la tuer, il la laissa marquer d'une cicatrice à l'œil. Katarina confronta son père, et bien que la tentation de l'éliminer vint, elle choisit de se racheter et de consacrer ses talents à l'Empire. De son côté, Talon jalousait les dagues de la maison du couteau qu'elle avait en sa possession, la marque de son héritage. Il conspirait secrètement avec son père adoptif pour renverser Swain. Et suite à la fausse disparition de son père, Katarina se retrouva à servir les ordres de Swain, jusqu'à ce qu'elle découvre que son père avait cherché à éliminer le général. Bien que dans un premier temps elle doutât de ce que le grand général lui avait annoncé, elle resta l'assassin implacable de celui-ci, éliminant sans hésiter les menaces politiques. Elle fut alors chargée d'assassiner Lux et le roi Jarvan III. Mais la Noxienne se reconnut en la Démacienne. Tout comme Katarina, Lux se sentait abandonnée par sa famille et elle se sentait étrangère dans une hiérarchie corrompue. Katarina décida donc d'épargner Lux, jugeant que cette dernière pourrait devenir une ennemie puissante pour Demacia et une alliée précieuse pour Noxius. En revanche, elle n'épargna pas celle du roi. De fausses informations poussèrent Garen à confronter Katarina, croyant que celle-ci aidait Silas. Mais lors de leur affrontement, Katarina lui expliqua qu'elle avait sauvé sa sœur de la capture, et elle lui annonça qu'elle voyait un grand avenir pour lui et Lux. Lors d'un rituel de liaison, Dran, son ami fidèle, chercha à lier les dagues de Katarina à la magie du sang. Pendant ce rituel, elle dut se concentrer sur un moment où elle avait ressenti une connexion particulière. Et ce moment sélectionné fut sa première rencontre avec Garen, un homme qui avait piqué sa curiosité et son intérêt. Kled se voit rival de tout être qui croise son chemin, y compris lui-même. Il ne laisse place à aucune amitié, sauf pour un être, Skarl, tous deux formant un duo uni par une loyauté sans faille. Lorsque Sanruzal renaquit sous l'apparence de Mordekaiser, il émergea plus puissant que jamais. Le blanc fut entraîné à son service, et elle devint le témoin de l'asservissement de démons et de massacres qu'il effectuait. Mais dans le dos du revenant, elle organisa une trahison, s'alliant secrètement avec Vladimir et les tribus Noxi. Ensemble, ils fondèrent la Rose Noire. Cependant, la relation entre le blanc et Vladimir se dégrada avec le temps. Le revenant de fer, qui n'avait jamais eu confiance en la sorcière, avait anticipé sa trahison. Et après avoir temporairement éliminé Mordekaiser, le blanc cacha l'armure du revenant dans les profondeurs du bastion immortel. Elle chercha à soumettre les démons de celui-ci, Tibulk et Atakan. Le premier fut apprivoisé par Annie, tandis que le second resta sous son contrôle, bien qu'il aspire à se libérer. À l'heure d'aujourd'hui, la sorcière se prépare au retour de Mordekaiser et elle espère accumuler suffisamment de pouvoir pour le supprimer une bonne fois pour toutes. Dans cet objectif, elle jeta son attention sur Samira, voyant en la mercenaire une opportunité de récupérer Rel. Et pour cela, elle se sert du mentor de Samira, le capitaine Indari, membre secret de la Rose Noire. Selon le blanc, Rel serait une bonne réponse au revenant de fer, et sa traque est devenue une priorité.
le blanc chargea Élise de se rendre aux îles obscures afin de récupérer des artefacts magiques. Elle donne à celle-ci des humains à sacrifier pour le démon Vilmo. Dans un autre temps, elle joua un rôle décisif dans l'ascension de Boram Darkwill, l'aidant à obtenir la position de grand général. Mais lorsqu'il se détacha de ses conseils, elle simula sa propre mort pour le manipuler. Swain, quant à lui, sous les manigances de la sorcière, pensait celle-ci disparue à jamais. Mais le blanc ne resta pas dans l'ombre et elle regagna rapidement les faveurs de Boram Darkwill, promettant de prolonger sa vie tout en l'entraînant peu à peu dans la folie. Le blanc joua également un rôle important dans la résurrection de Sion, l'ancien héros de guerre. La sorcière possédait grand nombre d'ennemis et l'un d'entre eux était Ambessa Medarda, cette dernière étant obsédée par la vengeance et jurant de détruire la Rose Noire après que le blanc eut tué son fils Kino. Ambessa chercha des armes extec pour réaliser sa vengeance, et la sorcière de son côté chercha à enrôler Mel dans ce conflit, manipulant la jeune femme à travers des illusions pour la pousser à vaincre sa propre mère. Mais Mel, loin d'être dupe, finit par se retourner contre le blanc, détruisant sa forme d'ombre. Dans un autre temps, la sorcière envoya un groupe de guerriers récupérer Riven et sa lame. Cette lame qu'elle avait elle-même enchantée pouvait être un atout précieux pour la Rose Noire. La mère de Mel, Ambessa Medarda, était une guerrière redoutable et dès son plus jeune âge, elle imposa à sa fille les rudiments de l'art de la guerre. Pourtant, malgré ses efforts, Ambessa reprochait à Mel un manque d'instinct impitoyable. Un jour, alors que sa fille n'était qu'une enfant, Ambessa lui demanda de décider du sort du dernier héritier d'un royaume récemment conquis. Mel, dans sa clémence, plaida pour qu'il vive en exil. Mais Ambessa, sans une once de pitié, ordonna son exécution sur le champ, faisant de ce geste une leçon. Elle emmena également aux arènes où Mel observa Alistar détruire ses ennemis, une démonstration de puissance brute. Mais malgré toutes ces épreuves, Mel ne parvint jamais à satisfaire sa mère, et cette dernière, jugeant sa fille trop faible, la bannit à Piltover. Là-bas, Mel fit la rencontre d'Heimerdinger, qu'elle respectait mais trouvait trop conservateur dans ses méthodes, étouffant la véritable innovation. Elle s'allia donc à Jace et Victor pour légaliser l'utilisation de l'extec dans la cité et pousser Heimerdinger hors du conseil. Si au départ Mel considérait Jace comme un simple instrument pour ses ambitions, elle finit par développer de réels sentiments pour lui. Elle devint sa conseillère et elle l'aida à s'élever dans les hautes sphères de Piltover. Leur relation devint plus intime, mais il en allait autrement avec Victor. Leur origine respective les plaçait sur des chemins différents et leur interaction était tendue. Mel fut kidnappée par la suite par la Rose Noire, et ce qu'elle crut d'abord être une rencontre avec son frère disparu Kino, l'un des rares membres de sa famille qu'elle chérissait, se révéla net qu'une illusion de le blanc. En apprenant les objectifs de l'organisation, qui convoitait sa magie, Mel tenta de convaincre sa mère de s'allier à elle pour venger la mort de Kino. Mais Ambessa, pensant toujours sa fille trop faible pour affronter la Rose Noire, refusa. Les deux femmes se confrontèrent une dernière fois, et cette fois-ci, Mel prouva à sa mère qu'elle avait tort, triomphant de le blanc. Bien que cela menât à la mort de sa mère, Ambessa, avant de disparaître, elle regarda sa fille avec fierté, comprenant que celle-ci avait atteint la force qu'elle avait toujours espérée. Jace, de son côté, avait d'abord confronté Mel au sujet de ses manipulations. Mais malgré ce conflit initial, les deux restèrent unis par un lien de respect mutuel. Ensemble, ils unifièrent leurs forces pour détruire l'armée de soldats évolués créée par Victor, sauvant Piltover avec l'aide d'alliés tels que Jinx, Vi et Echo. Puis lorsque Jace et Victor se sacrifièrent pour détruire l'Excor, Mel sembla pleurer la perte de son ancien amant. Mais la Rose Noire, quant à elle, n'a pas oublié Mel, et elle cherche toujours à exploiter sa magie. Le démon Atakan fut attiré par les conquêtes sanglantes de San Ozal. Il attaqua le campement du guerrier, mais fut défait et forcé à se plier au service de celui qu'il avait voulu anéantir. San Ozal lia Atakan à son plus fidèle général, Katashli, tué par le démon, les forçant à fusionner en une seule entité. Le démon servit l'homme avec une brutalité sans égale, mais lorsque San Ozal mourut, Atakan se retrouva enfin libre. Cependant, cette liberté ne fut que temporaire. Le général, revenant sous la forme de Mordekaiser, n'hésitait pas à invoquer de nouveau le démon. Mais celui-ci s'était habitué à la liberté et il fut contraint de servir son maître une nouvelle fois. Un autre démon, Tibolk, subit un sort similaire. Un jour, alors qu'il observait ses esclaves, Mordekaiser aperçut Veigar. Fasciné, il comprit que ce Yordle pourrait lui apporter des réponses à grand nombre de ses questions.
Mordekaiser lia alors Veigar au plan physique, l'empêchant de retourner à Bandle, et le Yordle, alors pris au piège, dut offrir sa magie au service de l'impitoyable Mordekaiser. Témoin de la montée en puissance du revenant de fer vers une quasi-immortalité, Veigar ne put empêcher que sa propre magie se transforme, modifiée à jamais par l'influence de Mordekaiser. Parallèlement, le Blanc observait de près le règne de Mordekaiser, et elle était l'une de ses plus proches alliées, mais elle décida de mettre fin à ce règne de terreur, conspirant dans l'ombre aux côtés de Vladimir pour trahir son maître. Cependant, ce qu'ils ignoraient, c'est que Mordekaiser avait anticipé cette trahison, celui-ci n'ayant jamais accordé sa confiance. Le Blanc parvint à amoindrir le pouvoir des deux démons. Vladimir, de son côté, conserva une statue défigurée du Revenant. Et aujourd'hui, certains cherchent à ressusciter une nouvelle fois le Revenant de fer. L'un d'entre eux, Januk, confia à Ezreal la mission d'obtenir l'élixir du Loa, un artefact qui pourrait ramener Mordekaiser à la vie. Mais celui-ci trompa Januk en lui donnant un flacon contrefait. Pendant ce temps, Veigar continue d'imiter son ancien maître. Le père de Rel n'était qu'un simple soldat de Noxus, tandis que sa mère, l'héritière d'une maison noble, tombait en disgrâce. Malgré leurs origines, la famille ne vivait pas dans le luxe, contrairement à d'autres membres de la noblesse noxienne. Un jour, la jeune fille révéla son talent pour la phéromancie, un don puissant que ses parents virent comme l'opportunité rêvée de restaurer la grandeur de leur maison. Le Blanc repéra ce potentiel et elle se présenta devant ses parents avec une offre. Elle prendrait Rel sous son aile et elle ferait d'elle une arme vivante. En échange, elle accorderait à la famille un pouvoir et une influence qu'ils n'avaient plus connus depuis des générations. Rel fut alors emmenée à l'académie. Ses parents ne lui rendirent presque jamais visite. De plus, ils fermaient les yeux sur les horreurs que leur fille endurait dans ce lieu, persuadés que cela servirait leur ambition. Mais Rel découvrit ce qui se dissimulait derrière chaque expérience sur les autres enfants et elle. À l'académie, elle dut affronter des camarades, des enfants comme elle, victimes des desseins de la Rose Noire. Après chaque combat, les corps de ses adversaires étaient vidés de leur magie, enfermés dans des seaux qui étaient ensuite fixés à Rel. Ceux qui survivaient à ce processus devenaient des décérébrés, des coquilles vides. Le cœur de Rel se remplit alors d'une haine profonde envers ses parents, la Rose Noire et Noxus tout entier. Elle s'échappa de l'académie et depuis ce jour, elle traque sans relâche tous ceux qui ont contribué à sa douleur. Elle cherche aussi à sauver les enfants comme elle, ceux qui ont été victimes des expériences de la Rose Noire. Parmi eux, Gabriel, un ami qu'elle chérissait, qu'elle espérait retrouver. Mais lorsqu'elle parvint enfin à le retrouver, il était trop tard. De son côté, la Rose Noire a envoyé des chasseurs de primes pour la capturer. Le but, utiliser Rel comme une arme contre Mordekaiser, un être que la jeune femme ignore totalement. Parmi ces chasseurs, Samira a été envoyée en mission à de nombreuses reprises pour traquer Rel. Dernièrement, elle fut envoyée dans un centre de détention où Rel avait été aperçue. Mais une fois de plus, elle arriva trop tard. Celle-ci s'était déjà échappée. Riven fut autrefois un soldat redouté, portant une lame enchantée par le Blanc. Envoyée lors de l'invasion d'Ionia, elle assista à un cauchemar. Des produits chimiques créés par le savant fou Singe, sous l'ordre du commandant Emistan, provoquèrent un massacre brutal d'innocents. Témoins de ce massacre, Riven, tout comme Kieta Varn, commençaient à remettre en question leur dévotion à Noxus. Cherchant à se libérer du poids de son passé, Riven consulta le maître du vent, l'ancien Souma, afin qu'il brise sa lame runique. Mais lors de l'incantation, un éclat mortel frappa Souma, mettant fin à sa vie sur le champ. Accusée à tort de ce meurtre, Yasuo suspectait Riven, et celle-ci finit par avouer la terrible vérité, l'accident qui tua le maître. Yasuo, libéré de toute accusation, continua tout de même à porter le fardeau de son abandon de poste le soir fatal. Revisitant les événements de cette nuit tragique, il parvint cette fois-ci à empêcher l'éclat de tuer Asa Conte, le père adoptif de Riven. Mais les sœurs d'armes de Riven, Arel, Marit et Tenef, furent envoyées par le Blanc, la traquant pour récupérer sa lame et la ramener à Noxus. Un ultime combat éclata entre elles, mais Riven, refusant de laisser plus de sang ionien couler, choisit de se rendre et de se soumettre à la justice de Noxus. Jugée coupable de désertion, elle fut condamnée à une vie dans les arènes. C'est là qu'elle attira l'attention de Draven, qui, séduit par sa force, l'admira et la respecta. Dans l'ombre de cette prison, une nouvelle alliance se forma. Riven aida Lucian, Vayne et Senna à s'échapper. Elle les rejoignit alors à Ionia pour affronter la menace grandissante de la ruine, menée par Viego. Et bien qu'Irelia au début ne voulait pas de Riven dans ses rangs dû à ses actes passés,
Elle finit par la laisser à se joindre à leur cause, consciente qu'ils avaient besoin de toutes les forces disponibles pour faire face au roi déchu. L'unité se forma alors avec Akshan à leur côté, et ensemble ils devinrent les sentinelles de la lumière. Puis ils remportèrent une victoire sur Viego, du moins c'est ce qu'ils croyaient. Dans sa jeunesse, Samira participait à des spectacles de rue aux côtés de ses parents. Cependant, ceux-ci rêvaient d'une vie plus paisible pour leur fille. Mais le destin décida autrement. Lorsque les partisans de Xerath envahirent Amakra, la ville natale de Samira fut réduite en cendres. Depuis ce jour, elle ressentait un profond ressentiment envers Xerath. Forcés de fuir, ses parents et d'autres rescapés trouvèrent refuge dans la ville portuaire de Belzoun, sous la domination noxienne. Mais pour les Amakranes, Noxus représentait un espoir de sécurité. Samira, elle, y voyait bien plus, et elle était déterminée à apporter son aide à ses parents brisés et épuisés. Mais elle se rendit rapidement compte qu'il était difficile de joindre les deux bouts. Elle devint alors mercenaire, et les tatouages qu'elle arborait racontaient l'histoire de ses exploits passés, dont elle en racontait les récits à ses parents. Elle se procura des pistolets auprès des armuriers noxiens, Lani et Miel. Samira se vit offrir une place au sein d'une unité d'élite, spécialisée dans les missions à haut risque. Sous les ordres de la capitaine Indari, après une explosion dévastatrice qui laissa Indari gravement blessée, Samira n'hésita pas un instant à risquer sa vie pour la sauver. Bien qu'Indari ait dissous l'unité, elle accepta la proposition de Samira de continuer à travailler ensemble. Aujourd'hui, la capitaine confie à Samira des missions dangereuses. Mais Indari, manipulée par le blanc, l'utilise en secret dans des intrigues qui échappent à Samira. Ignorant les véritables enjeux, Samira se retrouve à traquer Rel, sans même savoir que cette mission fait partie des machinations de Leblanc. Au fil de ses aventures, elle se retrouva face à Darius, lui-même corrompu par la ruine de Viego. Un combat s'engagea entre eux avant qu'il ne reprenne le contrôle de son corps. Sion, autrefois la main de Noxus, était un guerrier légendaire, connu pour sa brutalité sur les champs de bataille. Lors d'un conflit contre Demacia, il fonça dans les lignes ennemies avec une seule obsession, retrouver le roi Jarvan Ier et mettre fin à sa vie. Les soldats sur place l'abandonnèrent lui et ses soldats sur le champ de bataille. Pourtant Sion ne s'arrêta pas. Il se lança seul, et alors que des dizaines d'armes le frappèrent, transperçant son corps, il continua jusqu'à atteindre le roi. Et alors que Jarvan Ier dominait l'affrontement, Sion ne se rendit que lorsque le roi tomba, mourant entre ses mains. La Rose Noire prit alors une décision, et grâce à une magie interdite, ils ramenèrent Sion à la vie. Boram Darkwill, alors en quête de puissance, ne put refuser l'offrande des mages. Mais Sion était devenu une bête dévorée par une soif de sang irrationnelle. Ses instincts de combat étaient inarrêtables, et il attaquait aussi bien les ennemis de Noxus que ses propres alliés. Conscient du danger qu'il représentait, Darkwill prit la décision de l'enfermer dans les profondeurs du bastion immortel. Des années plus tard, sous le règne de Swain, ce dernier découvrit l'existence de Sion. Durant la seconde invasion de Noxus à Ionia, Sion fut relâché et envoyé au cœur de la résistance, où il se retrouva face à des combattants tels qu'Irelia, Karma, Akali, Kennen et Yasuo. La mère de Smolder était protectrice, elle était prête à tout pour défendre son fils contre ceux qui lui voulaient du mal. Malheureusement, un jour, ils furent séparés. Lors d'une de ces chasses, il fit la rencontre de Marinos, un enfant humain. Le garçon, fasciné par le jeune dragon, lui donna le nom de Smolder, et ensemble, ils partagèrent de nombreux moments de complicité, secrètement, car l'enfant redoutait ce qui arriverait si les Noxiens découvraient l'existence de son ami. Smolder fut inspiré par les récits des grands dragons racontés par Marinos, et il décida de suivre leurs pas. Il apprit à cracher du feu et il déchaîna accidentellement un énorme feu qui attira l'attention de sa mère. Après des années de recherche incessante, elle retrouva enfin son fils. Elle emporta Smolder loin de ses terres et de Marinos, l'éloignant des dangers. Depuis ce jour, elle lui enseigne l'art du feu, l'aidant à affiner ses capacités et à grandir jusqu'à devenir un dragon puissant. Peu de temps après que Boram Darkwill ait pris le trône de Noxus, un coup orchestré avec l'aide de Leblanc, il commença à rejeter la Rose Noire. Furieuse de cette trahison, la sorcière pâle manipula Swain, le poussant à exposer la Rose Noire au grand jour, tout en orchestrant sa propre chute, en laissant croire qu'il l'avait éliminé. Piégé par Darkwill, Swain fut envoyé à Ionia, dans une mission où il ne devait pas en sortir vivant. Là-bas, durant la bataille du Placidium, il affronta Irelia qui lui prit son bras. À son retour, alors vu comme un paria,
Les arènes perdaient de leur gloire, et alors que Draven sombrait dans l'alcool, Swain aperçut une occasion. Il proposa à l'homme un rôle dans un complot de renversement, et le plan réussit. Swain devenant le nouveau maître de Noxus et considérant désormais Draven comme un allié précieux. Lors de ce coup d'état, une figure fut envoyée loin de Noxus, Urgot. Ce dernier étant perçu comme une menace pour la stabilité du plan de renversement de Swain, fut envoyé à Zone. Aujourd'hui, Swain voit le blanc comme un rival redoutable, mais une relation complexe les lie toujours. Bien que la Rose Noire semble chercher à le contrôler, voire à l'éliminer, Swain lutte pour renverser cette organisation secrète. L'autre fondateur de la Rose Noire, Vladimir, a également fait son retour, attirant l'attention de Swain. Le vaisseau personnel de guerre de Swain, le Léviathan, fut volé par le pirate Gangplank, et depuis ce jour, Swain rêve de le voir tomber. L'ancienne arme des mages, Sion, fut récupérée par Swain, l'utilisant comme une arme vivante, bien décidée à exploiter la force brute de la créature pour écraser ses opposants. Au cœur de cette politique, Darius, l'un des 3 chefs de la Trifarix instaurée par Swain, incarne la puissance militaire de Noxus. Et aux côtés de Swain, Katarina, sa redoutable assassin, tue sans pitié tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Un jour, Talon se retrouva dans un duel acharné, lame contre lame, face au général du couteau. À la surprise du jeune homme, Marcus réussit à le désarmer en un instant. Mais contre toute attente, le général ne choisit pas de le tuer, mais lui offrit un choix à la place, la mort ou une vie en tant qu'agent du haut commandement de Noxus. Talon choisit de vivre et de se mettre à son service, et il devint ainsi le protégé du général. Finalement, Marcus fit le choix de l'adopter. Talon dévoua sa vie à son maître, et l'aida même à dissimuler sa propre mort. Il obéit sans faillir à de nombreuses missions, jusqu'au jour où le général lui demanda d'éliminer sa propre sœur, Katarina. Mais au lieu de mourir, celle-ci survécut, et elle ne garda qu'une cicatrice sur son œil. Par la suite, Talon se fit passer pour le bon frère aux yeux de Katarina, tout en poursuivant son objectif secret, la retourner contre Swain, car dans ses yeux, le nouveau dirigeant de Noxus n'était qu'un tyran et un traître. De plus, il reprochait à ce dernier de manipuler sa sœur. Alors qu'il comptait en finir avec l'homme, il se retrouva de nouveau confronté à Katarina, qui prit cette fois-ci l'avantage. Elle se contenta d'infliger une blessure à l'œil de son frère, continuant d'espérer que Talon se libère de son père. Le Blanc, autrefois membre du cercle intime de Mordekaiser, ne tarda pas à trahir son maître. Elle s'associa à Vladimir et ensemble ils fondèrent la Rose Noire. Tandis que Vladimir rassemblait les tribus barbares sous son influence, le Blanc coupa les liens magiques entre Mordekaiser et le Bastion Immortel. Depuis cette époque, le Blanc considère Vladimir comme son égal, bien que leur relation soit teintée de tension. Vladimir a soutenu la Cabale pendant des siècles, mais aujourd'hui il n'intervient qu'à de rares occasions, préférant s'isoler et agir selon ses propres intérêts. Contrairement aux autres membres de la Rose Noire, il aime se montrer en public. Vladimir de son côté a créé le cercle cramoisi, et leur vision du monde s'éloigne chaque jour un peu plus. Celui-ci se considérant de plus en plus capable de s'élever seul. Dans son manoir, Vladimir entretient un grand nombre de tableaux. Ses œuvres racontent les histoires de ses vies passées. L'un d'eux dépeint un conflit contre Demacia, où l'immense colosse de pierre Galio prit vie pour protéger les troupes de Demacia. Il se jeta dans la mêlée, absorbant les attaques magiques, et Vladimir sortit gravement blessé de cette bataille. Les années suivant la Grande Guerre des Darkines furent pour Vladimir une période durant laquelle il séjourna dans les îles bénies. Et dans son manoir, il entretient également des plantes, des nocturnelles qu'il récupéra à cette période dans le bosquet de Maokai. Mais dernièrement, les événements furent troublés par la ruine. L'âme de Callista, la nièce de Viego, tenta de marquer Vladimir, mais grâce à un artefact magique, il réussit à la bannir. Vladimir, descendant de la noble lignée de Kamavor, tout comme Viego, envoya une lettre à celui-ci. Mais le roi déchu, dans sa douleur et sa folie, refusa de répondre, ignorant que Vladimir possédait le pouvoir qui aurait pu sauver sa femme. Aujourd'hui, avec le nouveau règne de Noxus ou Swain, Vladimir refait surface, attirant de nouveau les regards. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi en commentaire quelle est la relation qui vous a le plus surpris. Et si cette vidéo vous a plu, partagez, likez, commentez, vous connaissez le discours. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.